Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, Léonidas Kalogiropoulos est avec nous. Salut. Bonjour, Léonidas. Julie de la Sablière, entrepreneuse. Salut Julie. Little Wing, ton entreprise. Clément Henrat. Salut Clément. Professeur d'économie. Je ne sais plus où. Dauphine, Sorbonne. Sorbonne et Sciences Po. Sorbonne et Sciences Po. Tiens, Sciences Po. Voilà, Sciences Po. Alors, non, mais juste, je vous raconte très vite. En fait, c'était une pure coïncidence, mais quand Denis Père a annoncé qu'il allait essayer de participer à la primaire des Républicains, il était invité sur ce plateau-là en face de Léonidas. Et Léonidas l'a pratiquement engueulé. C'était absolument passionnant, mais un tout petit peu virulent quand même. Dans l'idée, Léonidas, tu penses que l'entrepreneur, et alors Denis Père est l'incarnation de l'entrepreneur, je le rappelle toujours, c'était le premier invité de Bismart, voilà. L'entrepreneur perd son temps en fait, son énergie à aller essayer de rentrer dans le champ politique classique et qu'il a beaucoup mieux à faire. Il a beaucoup mieux à faire. Ce que j'ai essayé d'expliquer à Denis Père gentiment, alors bien sûr ça le prenait à contre-pied par rapport à ce qu'il a essayé de faire. Vous êtes tous les deux très... Et on a un peu de tempérament, voilà. Non mais c'est que la République a deux jambes, l'État et la nation. L'entrepreneur, il est du côté de la nation. La nation, c'est d'ailleurs ça la République, c'est qu'il n'y a pas que l'État qui s'occupe du bien commun, mais la nation doit s'en occuper également. L'intérêt général, c'est pas un monopole d'État. Donc l'entrepreneur, il a un rôle considérable tous les jours. Et s'il se dit, pour m'occuper de l'intérêt général, je vais changer de braquet et je vais aller dans l'appareil d'État, en fait, il va finir par se paralyser parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que lorsque l'on a le diagnostic d'un État qui est paralysé, qui est engoncé, atrophié, c'est pas parce que les gens qui sont dans l'appareil d'État sont extrêmement mauvais ou de mauvaise volonté. C'est que finalement, l'analyse que l'on peut faire et que Denis Père fait également, c'est que plus on monte dans la pyramide étatique, plus on est au sommet, paralysé par tous les échelons inférieurs. Et donc, il y a un système auquel on peut réfléchir. On peut imaginer une 6e République. Mais si on se dit, moi je vais aller en haut, et puis moi j'y arriverai à dessouder les uns, à brusquer les autres, à tout bousculer. Non, il y a aussi une réalité qu'il faut reconnaître, c'est que nous avons l'État que nous avons demandé. Pourquoi est-ce que l'État s'occupe de tout ? Parce que tous les jours, il y a 15 sujets, et tous les jours, on demande 15 fois à l'État de s'en occuper. Vas-y, simplement, Julie. Je crois que l'entrepreneur doit faire ce qu'il a à faire en tant qu'entrepreneur dans la nation, et il y a beaucoup à faire pour aider l'État d'ailleurs à être beaucoup plus efficace, mais en rentrant dans l'appareil d'État, je pense qu'il se coupe lui-même les ailes. C'est pas forcément rentrer dans l'appareil d'État, mais moi je pense que les entrepreneurs peuvent apporter, notamment dans les moments de campagne présidentielle, pour apporter juste des lunettes différentes, des manières différentes de regarder les problèmes, des manières différentes de les adresser et de construire des stratégies. Je pense que vraiment, on en avait beaucoup parlé avec Stéphane. Moi, j'avais jamais fait de communication politique de ma vie. Il se trouve que j'ai contribué au lancement d'En Marche, au démarrage de l'aventure, et on était un certain nombre à être des gens qui venaient pas de la politique. Et je trouve que on a eu peut-être des raisonnements et des approches qui étaient différentes que ce qu'auraient fait les usual suspects de la communication politique pour exactement le même objet. Et ce côté finalement entrepreneurial en politique, moi je trouve qu'il a des choses à apporter. C'est pas forcément pour rentrer dans le système. Après, oui, mais Denis veut rentrer dans le système. Oui, mais c'est ça le sujet, c'est rentrer dans le système. C'est ça le sujet. Parce qu'il veut diriger le parti, il veut diriger la République. Je suis totalement d'accord. Créer une plateforme qui s'appelle les entrepreneurs pour la République, c'est pas pour dire que l'entrepreneur n'a rien à faire en politique. Mais tu peux rentrer dans le système, pas forcément. Enfin, typiquement, l'appel d'air des législatives d'En Marche, quand tout d'un coup on se dit les uns et les autres, et pourquoi pas être député pendant 5 ans, et pourquoi pas participer, avoir cette forme d'engagement. Et qu'est-ce que ça a donné justement ? Est-ce que tu crois... Moi c'est ça ma déception fondamentale, dont on parlera d'ailleurs jeudi prochain. C'est que j'ai l'impression qu'ils se sont comportés exactement... Soit ils sont devenus complètement borderline, comme on en a vu un certain nombre, et c'est fini, quoi, ils n'y reviendront plus. Soit en fait ils se comportent comme des responsables politiques classiques. Moi je trouve que c'est important que la politique ne soit pas qu'une carrière et une ligne droite, et qu'on ne la voit pas que comme ça. Et je trouve que c'était une incroyable énergie de se dire que les uns et les autres, les tout à chacun, on pouvait, qu'on travaille dans le privé, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit prof, se dire qu'à un moment c'était aussi pour nous. Clément ?
Alors, de toute façon, moi, j'ai toujours été d'avis que la politique, c'était quand même un peu un métier. Là, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit récemment dans son dernier livre, Bruno Le Maire, c'est qu'on s'improvise pas, effectivement, responsable politique. Mais c'est forcément plus facile quand on vient de l'administration. Par contre, il y a un vrai problème, c'est pas pour faire dur en même temps, mais c'est qu'il ne faut pas non plus que le corps politique soit exclusivement constitué, comme c'était le cas avant, effectivement, En Marche, il y avait 66%, je crois, de fonctionnaires à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une surreprésentativité qui n'est pas bonne. Donc, il faut quand même qu'il y ait des entrepreneurs qui en fassent. Par contre, il ne faut pas se faire d'illusions. À partir du moment où l'entrepreneur fait de la politique, effectivement, il n'est plus entrepreneur. Non. Et il est entouré de toute façon d'une administration, d'une haute administration, qui quand même le contraint énormément et de toute façon il se routinise, si j'ose dire, pour employer un terme que t'aimes beaucoup, Schumpeter. Et voilà, il n'a plus rien d'un entrepreneur, à mon avis, quand il fait de la politique, et en particulier à un haut niveau. Et de toute façon, je pense, pour revenir sur les députés, qu'on sait très bien qu'en France, les députés ont quand même une marge de manœuvre qui est assez limitée. C'est vrai, ils se sont rendus compte de ça d'ailleurs assez vite. Je pense que c'est ça la grande déception des vrais entrepreneurs. Mais c'est conçu comme ça. Qui ont voulu, oui, mais qui ont cru qu'ils allaient pouvoir faire différemment. Et tu as raison, à un moment, tu as Lucas qui vient de l'Élysée, tu votes comme tu dois voter, et sinon tu es sorti du truc, quoi. Mais je pense qu'on est globalement d'accord. Il y a une grande vertu à ce que des entrepreneurs viennent en politique, deviennent parlementaires, deviennent maires. C'est très important. Il y a des maires extraordinaires qui ont été entrepreneurs et des entrepreneurs qui ont mis cet esprit au service de leur municipalité. Je pense en revanche que l'entrepreneur et les entrepreneurs collectivement ont un rôle politique absolument majeur qu'ils n'occupent pas en tant qu'entrepreneur pour avoir une action politique. Et je vais prendre un exemple parce que je travaille actuellement dedans et que j'en suis tellement imprégné. C'est la question du marché européen qui est supposé être la réponse de l'Europe au fait qu'il y a un marché américain pour les entreprises qui veulent conquérir le monde et qui ont un tremplin américain de 300 millions d'habitants, ou les Chinois d'1 milliard, et nous on doit avoir 440 millions d'habitants parce qu'il y a un marché européen. C'est un sujet politique qui a été adressé par tous les États, et nous faisons le constat ensemble que depuis des décennies que les politiques s'en occupent, il n'arrive à rien. Le marché est toujours aussi morcelé, et une entreprise qui démarre et qui veut adresser le marché européen n'y arrive pas. Et c'est pas parce qu'on a fait un statut d'entreprise européenne. Et donc cette question ne peut manifestement pas être adressée par des politiques. Il va falloir qu'on l'adresse avec des solutions entrepreneuriales. Et il y a un moment donné où, à attendre du politique qu'il réponde à des problématiques, pendant des décennies, on attend la réponse et elle ne vient pas. Et on est dans une ritournelle, on se dit « Ah, c'est incroyable, ces politiques, ils n'arrivent pas ». Ce n'est pas un problème politique. Enfin, ce n'est pas un problème qui est à la portée d'un élu ou d'une administration. Mais en revanche, c'est un problème qui est à la portée de solutions entrepreneuriales. Bon, on reparlera de tout ça. Tiens, effectivement, pourquoi pas démarrer avec le Made in France. C'est un sondage que j'ai trouvé très impressionnant. Donc, Opinionway, tout ça, c'est là. Mais, interrogé sur le soutien de l'industrie française par les responsables publics, les Français, donc, mais une écrasante majorité, répondent que les candidats à la présidentielle doivent prendre en compte les difficultés industrielles, proposer des solutions, enfin ce qu'ils ont fait quand même pendant la crise sanitaire. Pour 89% d'entre eux, la relocalisation des industries sur le territoire français est une priorité pour renforcer le secteur. Et 86% des répondants estiment que le Made in France doit être au cœur de la prochaine campagne présidentielle afin de valoriser le savoir-faire du pays. Moi, tous les témoignages que j'ai, tous, absolument tous, montrent que tout ça c'est bien beau, mais que personne n'accepte de payer plus pour du Made in France aujourd'hui à ce stade. Voilà. Donc comment est-ce que vous regardez ça ? Attends Léonidas, comment est-ce que vous regardez ça, Julie ? Comment est-ce que tu regardes cette espèce de déclaration d'amour là ? Mais c'est quoi la phrase ? Il n'y a que des preuves d'amour. Oui, voilà, c'est ça. Hein, ce qui est intéressant, c'est on a quand même comparé le salon du Made in France au salon de l'agriculture, parce qu'inauguré par 2 ministres, visité par 7 candidats, donc on sent bien qu'en tout cas, ils ont bien le chiffre en tête, et ils voient bien que c'est une attente de l'opinion, et c'est une attente de l'opinion évidemment post-Covid avec les enjeux de souveraineté, de relocalisation, etc. Le sondage l'aborde d'ailleurs la question du prix. Ouais. Je pense que sur le papier, tout le monde est pour. Puis tout le monde va te dire qu'ils sont prêts à payer, évidemment. Ils ne le sont pas. Voilà. Ça, alors vraiment, la réalité j'ai trop de contacts avec trop de chefs d'entreprise. Ils ne le sont pas aujourd'hui. Voilà.
Après, Tu n'arrives pas à valoriser dans le prix le Made in France. Tu n'arrives pas à faire payer plus cher. Même Imri Jaqiyya, par exemple, qui est vraiment combattant de la cause, le reconnaît. Après, il y a l'enjeu de l'industrie en vrai, ce que souhaitent les Français, ce qu'ils souhaitent voir dans le pays et ce qu'ils sont prêts à accepter aussi, tout ce qui va avec l'industrie. Moi, je trouve que c'est intéressant, comme on est quand même passé d'un monde, en tout cas, où on pensait qu'on pouvait très bien avoir une forte croissance sans avoir d'industrie et se dire que finalement, on pouvait être juste une économie tournée vers les services et que ça se passerait très bien. Maintenant, on se rend compte, je trouve, de deux choses qui, pour moi, sont flagrantes. C'est premier, un commerce extérieur, quand même, a besoin de l'industrie pour être à peu près équilibré, et ça, on ne l'a pas. Le deuxième, c'est l'enjeu des territoires. Et qu'il n'y a pas de territoire puissant sans tissu industriel puissant. Et ça pose un problème politique, qui est que nos régions sont incroyablement faibles, quoi. Et donc, tout le sujet de la centralisation des pouvoirs publics, etc., moi, je pense que les régions seraient un peu plus fortes pour discuter avec Paris aussi, si elles avaient un tissu industriel plus fort. Et là, ça nous ramène à tous les sujets qui fait que on a plein de bonnes idées, on a plein de bons prototypes, on a plein de preuves de concept qu'on présente dans ces salons où il y avait 70 exposants, je crois, il y a 5 ans, il y en a 800 aujourd'hui. Donc, il y a des entrepreneurs qui travaillent justement sur des nouvelles solutions, des nouvelles offres, etc. Mais derrière, est-ce qu'on est vraiment capable de les produire à l'échelle et donc d'avoir des coûts de production qui nous permettraient de lutter? Il y a, Pour l'instant, moi, c'est ça que je ne vois pas, en fait. C'est cette capacité à produire à grande échelle et à faible coût en France. J'étais il y a 1 heure avec la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, qui amène un chiffre assez spectaculaire quand même, qui va dans ton sens. C'est-à-dire que donc, dans l'ensemble des... Alors, c'est un maelstrom, on va dire plan de relance, voilà, mettons ça, plan de relance. Tout ce qui est modernisation de l'industrie, la poche modernisation de l'industrie, a été vidée, siphonnée, et c'est une très très bonne nouvelle, en 2-3 mois à peine, parce que les industriels ont énormément de projets aujourd'hui de modernisation de leurs outils de production, et que ces projets tiennent la route, parce que, comme l'a disait la ministre, on ne s'est pas non plus mis à financer n'importe quoi. 40% des projets ont été retenus, et ces 40% de projets, ils ont vidé je crois que c'était 3 milliards d'euros, la poche qui était prévue pour la modernisation de l'outil de production. Donc, ça va dans ton sens, il se passe quelque chose. Clément ? Alors, il faut être... Je reprends ce qui a déjà été dit, mais c'est vrai qu'il y a eu un consensus, y compris chez les économistes. Et ce consensus-là, il n'a pas disparu. Il faut être honnête de ce point de vue-là, sur, quelque part, les vertus de la fragmentation mondiale des chaînes de valeur. Et c'est pas la crise du Covid qui a changé ça. Et quelque part, moi, je pense que le débat, il est plutôt politique. Et d'une certaine manière, on a toujours eu cette tentation. Vous pouvez lire les penseurs mercantilistes jusqu'à la tentation de l'entre-deux-guerres. Et aujourd'hui, il y a toujours eu la tentation politique du protectionnisme, qui en fait est du Made in France d'une manière ou d'une autre. C'est pas du protectionnisme. Non. Elle insiste beaucoup faut, là-dessus, Pannier. Attends, non. Oui, mais je termine. Donc sur le produire local, d'une certaine manière, il y a toujours eu cette petite tentation, et globalement, les économistes ont toujours été, on va dire, moyennement partants sur le produire local. Il y avait même les économistes que tu connais, Tesmar et Landier, c'était dans les 10 idées qui coulent la France. Il faut réindustrialiser, etc. Landier a changé d'avis là-dessus. Je te laisse finir, mais il a changé d'avis là-dessus. Et j'allais dire, effectivement, ce que la théorie économique n'avait pas vraiment pris en compte, c'était les coefficients de valeur ajoutée. Donc effectivement, le problème, il se pose pour le déficit commercial, il se pose pour la valeur ajoutée créée au total, pour les territoires. Et c'est vrai que globalement, ce n'était pas avant une préoccupation des économistes qui maintenant le prennent davantage en compte. Par contre, pour moi, il y a quand même 3 problèmes qui se posent sur la question du Made in France. Un, effectivement, le coût. Et là, on va avoir 2 débats, le pouvoir d'achat versus le Made in France. Exactement. Deuxièmement, les compétences, parce qu'encore faut-il pouvoir le faire. Exactement. Et là, il y a toujours la question de l'appariement sur le marché du travail. On voit déjà qu'il y a des secteurs qui sont quand même en difficulté de ce point de vue-là. Donc, même si on voulait le faire, et même si on était prêt à payer le prix, est-ce qu'on a vraiment la capacité de le faire ? Troisièmement, puisque tu parlais effectivement du plan de relance, à titre personnel, mais c'est plutôt, on va dire, consensuel, on sera, je pense, globalement d'accord pour dire que l'État, à lui seul, ne peut pas orienter les secteurs industriels d'avenir de manière parfaitement efficiente et efficace. Non. Ça doit venir plutôt des entrepreneurs et des entreprises. Et donc, là, il va falloir un petit peu changer de culture, puisque l'État a toujours eu tendance,
quand même à penser qu'il était relativement omniscient et qu'il pouvait à lui seul prévoir les secteurs qui devaient être relocalisés. Ça peut justifier quand ça touche à l'indépendance nationale, à la question stratégique. Ça l'est à mon avis beaucoup moins si l'État commence. Oui, mais là, cette culture a changé, tu vois. Il y a deux choses. Alors, j'étais sidéré, mais effectivement, j'ai discuté avec Augustin Landry. Alors, pardon parce que c'est pas non plus Johnny Hallyday, quoi. Donc, voilà, c'est École d'économie de Toulouse, c'est Jean Tirole, et c'est vrai que c'est des gens qui pensent que les équilibres de marché doivent être à respecter et que plus on les tordra et moins on sera efficace. Et là, Augustin est très clair, il le dit très franchement, il dit « j'avais totalement sous-estimé l'externalité négative de la désindustrialisation. Exactement, de la désindustrialisation, ce que ça fait peser sur les territoires. Et à un moment, c'est effectivement quelque chose qui est insupportable pour la nation. Et donc, c'est à prendre en compte. Et là-dessus, il a radicalement changé d'avis. D'autant qu'il avait sous-estimé, mais tellement sous-estimé. Ah oui, mais il le reconnaît. C'est super intéressant. Et c'est très intéressant. Les Gilets jaunes sont passés par là, il faut le dire. Oui, voilà, et tous ceux qui ont sous-estimé avant lui, et l'ampleur de la sous-estimation, c'est quand même assez extravagant. Je voudrais revenir sur comment... Attends, je finis. Le plan de relance, justement, c'est l'inverse. Oui, bien sûr. Ça a été, mais... assumer l'effet d'aubaine, bien sûr, sans discrimination de secteur. Bien sûr. Tout le monde est mis sur un même pied d'égalité, que ce soit mon copain qui fait de la pâtisserie industrielle dans l'ouest de la France, que telle entreprise qui était venue ici d'ailleurs, qui fait du traitement de métaux dans le sud. Tout le monde y a droit à partir du moment où on est sur de la modernisation de l'outil industriel. Vas-y. Le Made in France, un sujet qui nous ramène à la première thématique qu'on a abordée, il a été lancé en France par quelqu'un qui s'appelle Gilles Attaf, qui a créé une association qui est l'association du Made in France, fabriqué en France garantie, et qui a fondé les forces françaises de l'industrie. Se souvenir d'ailleurs qu'ils se sont mis ensemble avec Yves Gégaud et Montebourg pour créer une association qui est de la France. Et pourquoi ils ont créé une association? Et ça revient à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est parce que le politique ne pouvait pas s'occuper du Made in France, parce que dès qu'il s'est occupé du Made in France, l'Europe lui disait, vous n'avez pas le droit de faire un truc pour la France, si vous faites quelque chose, c'est forcément européen. Oui, c'est ce que je voulais dire quand je disais que c'était protectionniste. C'est que dès que le politique s'en occupe, c'est considéré souvent comme une mesure protectionniste. Alors, c'est considéré comme une mesure protectionniste, mais c'est assez aberrant que l'on considère que dès lors que l'on s'occupe de ces industriels, parce qu'on a aussi une force industrielle à avoir, que ça serait forcément protectionniste, alors qu'il s'agit que de participer à une richesse collective et qui est aussi une richesse européenne. Ou une entorse à la concurrence. Ou effectivement, un bien concurrent. Donc en soi, c'est absurde. En tous les cas, ce qu'ils ont fait, l'exposition du Made in France au parc des expositions est quelque chose qui est absolument stupéfiant. Moi, j'y suis allé en me disant, je vais voir... Stupéfiant. J'étais absolument ébloui du nombre d'exposants et de la fréquentation. Mais c'est absolument invraisemblable. Les gens y allaient en famille. J'étais un dimanche, je sais pas, vers 13h, mais avec les enfants, repartant avec des sacs. Enfin, ça se bousculait. Mais une affluence invraisemblable. Tant mieux. Oui, non, mais tant mieux. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui est intéressant. Les politiques sont venus. C'est le privé et les entrepreneurs qui l'ont organisé. Et ils l'ont organisé, d'ailleurs, c'est intéressant, avec les régions, mais c'est une initiative totalement prise en dehors des sphères gouvernementales et auquel le gouvernement a pu apporter son soutien. L'inverse n'aurait pas été possible. Je donne cet exemple parce que je suis devant la même problématique en ce moment sur les solutions anti-Covid. On a créé un comité, une vingtaine de boîtes qui ont des virucides, des purificateurs d'air, des détecteurs de Covid, et ce sont des boîtes françaises. Pourquoi? Parce que il s'avère qu'elles sont concurrencées par les Chinois, par les Américains, qu'importe. Mais le gouvernement dit, il faut absolument qu'on mette en lumière cette filière. Et puis instantanément, il dit, ah ben oui, mais elle est française, je ne peux pas le faire, parce que j'ai l'Europe. Et donc comment je fais? Et ça fait 3 mois qu'ils se disent, comment va-t-on faire? Donc on va finir par leur résoudre le problème. On va le faire nous, et puis ils viendront. Mais c'est vrai que le politique ne sait pas aborder ce sujet. Alors, il y a désormais un certain nombre de plans dans le plan de relance. Tu sais que c'est ouvert à tout le monde, dès lors que les entreprises sont sur le territoire national. Mais si c'est une entreprise
européenne qui est sur le territoire national, elle a droit également à ces aides. Alors, je vais vous raconter ma vie, mais c'est pour la bonne cause. Je sors d'une table ronde, une série de tables rondes. C'est là où j'ai rencontré Agnès Pannier-Runacher pour l'université des achats. Et donc, c'est le Conseil national des achats. C'est les acheteurs, hein. Ils sont au cœur de tout. Hein. Bien sûr. C'est eux qui vont faire que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Et donc, arrive maintenant cette notion très intéressante de total cost of ownership. Donc, OK, tu as un prix facial. Derrière, tu as toutes les externalités. Et alors, c'était très intéressant parce que c'est une boîte, par exemple, comme Eiffage, tu vois, on est dans le BTP, qui donne à ses équipes sur le terrain un logiciel qui permet de calculer le total cost of ownership. Ça veut dire le prix kilométrique, ça veut dire le prix carbone, ça veut dire la fidélité du client à qui tu commandes. L'ensemble de ces externalités qui aujourd'hui peuvent commencer à se mesurer, peuvent commencer à avoir un prix. Et compenser le prix facial. Et compenser le prix facial et donne aux acheteurs des moyens d'arbitrer. Et je peux en parler, Eiffage va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si à un moment, le type sur le chantier il est mis en concurrence avec une offre qui ne respecte pas l'ensemble de ces critères, il remonte à la maison mère. Et il dit qu'est-ce que je fais ? Et la maison mère subventionne. La maison mère va subventionner son offre, va le dire au client, et disait le patron d'Eiffage qui était là, assez souvent le client, regardant lui-même donc, va finalement choisir. Exactement, accepte de payer plus. Donc tu vois, ça va tout à fait dans ton sens. C'est-à-dire, tu as toute une démarche aujourd'hui au cœur des entreprises qui part forcément des services achats et qui est en train de complètement transformer les relations clients-fournisseurs. C'est assez extraordinaire d'ailleurs, parce que là, on a véritablement les entreprises qui font vraiment de la politique. Est dedans, là, je te soulève le capot. Sincèrement, je trouve ça beaucoup plus intéressant que les entrepreneurs fassent cela pour avoir un poids sur notre destin commun que d'aller se lancer dans des campagnes, qu'importe. Ah oui, c'est ça. Voilà. Non, mais ils sont au cœur de leur ils sont au cœur de leur efficacité, là où ils sont. Mais juste un point, parce que je pense qu'il mérite quand même d'être rappelé. Si à un moment donné, on ne règle pas le fait que nous fassions peser sur nos salaires toute la protection sociale de notre pays, on continuera à chercher par tous les moyens de compenser le prix facial de nos produits. On a un problème. Et là, pour le coup, il ne s'agit pas de dire que le politique n'a aucun pouvoir. De temps en temps, il faut que le politique prenne des responsabilités sur des sujets qui sont totalement politiques. Est-ce que nous n'avons pas une organisation de toute notre prise en charge sociale qui, pesant sur les salaires, nous plombe définitivement et explique ce déficit commercial qui est la plaie de notre pays? Est-ce que, ou Clément, là-dessus, parce que je voudrais qu'on avance, mais court, alors vas-y. 2 secondes, puisque tu me disais pourquoi je parle du protectionnisme. Moi, je pense que le Made in France, et ça, c'est le problème de la montée en gamme, hein, s'il se fait sur des produits de toute façon sur lesquels on est concurrencé, il ne se fera qu'avec du protectionnisme. Voilà. Comme disait, me reprocher encore de citer Patrick Artus, hein, mais on ne peut pas relocaliser du Doliprane. Sauf à être protectionniste. Non, mais on sent. Mais c'est possible. Je vais finir par continuer à raconter ma matinée. En fait, ce qui était très intéressant aussi, c'est que même France Industrie, en fait, ne parle plus de relocalisation. C'est pas le sujet. La relocalisation, comme ils disent, martiale, tu vois, ça n'arrivera pas. Non, et le Doliprane, ça fait rigoler tout le monde. Oui, voilà, il faut bien se le dire, c'est vrai. Non, l'idée, c'est bien de donner à ceux qui sont là les armes pour rester compétitifs et le redevenir. Et au futur. Et de construire, construire le futur. Oui, bien sûr. Et c'est en ça, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder cette histoire Ascoval, mais bien sûr. Elle est tellement exemplaire. Julie, tu as eu le temps de regarder cette histoire de... Absolument, l'histoire absurde et scandaleuse. Sauf que ça se finit bien, quoi. Mais ça se finit bien, pour le moment. Oui. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant dans l'affaire Ascoval, c'est qu'on a une aciérie ultramoderne. Donc électrique, voilà. Installée à Valenciennes, qui produit de l'acier sans CO2, donc tout pour plaire quelque part. C'est déjà un feuilleton avec le feuilleton de la reprise d'Ascoval qui dure 2 ans, sur lequel on se bagarre pour conserver l'emploi industriel en France. Et effectivement, là, les nouvel actionnaire allemand qui 4 mois après la reprise annoncent qu'ils vont délocaliser ou reprendre en Allemagne 40% des volumes parce que le prix de l'électricité a augmenté. Voilà, et que temporairement, on va retourner dans les hauts fourneaux en Allemagne qui tournent au charbon. Voilà. Et oui. Mais ça veut dire que tu vois la transition, d'abord croissance verte, blablabla, ça va être plus cher, quoi, voilà, il n'y a pas de secret.
et que ça tombe pas sous le sens, quoi. Même quand tu as la solution, là, comme tu le dis très bien, de l'acier décarboné. Bah oui, mais... Ce sera plus cher en Allemagne aussi, hein. Quand ils auront plus leur centrale au charbon, ils vont pas rigoler. Quoi. Pour l'instant, ils les ont. Absurde et scandaleux, parce qu'on parle d'une aciérie qui est en France, qui est ultra-moderne, qui a EDF comme fournisseur et SNCF comme client. Ouais. Donc effectivement, si là, le politique peut pas agir et calmer le jeu tout de suite... Où pourrait-il agir? Et je pense que vis-à-vis des Allemands, qui sont quand même les premiers à aussi dire German Inc., il faut préserver les intérêts. Donc je pense qu'ils ont quand même assez vite compris qu'ils n'iraient pas bien loin dans cette affaire et qu'ils sont assez vite revenus en arrière. Oui. C'est vrai que ça montre à la fois l'hérésie sur le prix de l'électricité, mais ça, je pense que Clément en parlera mieux que moi, mais de ce prix de l'électricité qui est quand même dépendant du prix du gaz, alors qu'on a du nucléaire et qu'on sait que cette usine tourne sur l'énergie nucléaire. Oui. Et puis, évidemment, la taxe carbone, dont on a cruellement besoin. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire... oui, mais alors attends, parce que... Qui est une taxe protectionniste, je rappelle. La taxe carbone, absolument. Et moi, j'ai mis autour de cette table des petits industriels français qui sont très inquiets de cette taxe carbone, parce que 80% de leur marché sont à l'export. Bon, mais là, c'est les Allemands, hein. Tu vas pas avoir une taxe carbone entre la France et l'Allemagne, hein. Ça, tu n'y arriveras jamais. Donc, oui, non, mais donc voilà, on a un cas d'école, c'est vrai que c'est un laboratoire. Putain de sujet. Ah oui. C'est un laboratoire de toute la suite. Alors, c'est vrai que sur les tarifs d'EDF, si on n'est pas capable d'avoir un peu de pointillisme comme ça pour sauver un certain nombre d'industries, là, pour le coup, le politique est quand même indispensable, non? C'est ce qui s'est passé. Tu sais que tu as un chèque de 150 millions d'euros pour les électro-intensifs. Voilà. C'est très clair. Et puis, tu as la SNCF qui va acheter plus cher les aciers d'Ascoval. Mais ce ça qui se retrouve en bout de chaîne dans le prix du billet de TGV, forcément à un moment ou à un autre. Hein. Ah mais totalement. Mais ce qui vient de se passer à 6 mois d'une élection présidentielle pour Ascoval, il faut quand même qu'on réfléchisse à comment ça se passe pour toutes les autres entreprises, voilà. même en temps normal. Oui. Voilà. Cette équation-là, elle est... c'est là où il y a quand même la nécessité d'avoir une approche quand même politique, parce que ça ne peut pas être coup par coup pour régler une petite dizaine de cas. Donc on a quand même un problème global à résoudre. Oui. Clément, comment est-ce que tu regardes ce sujet? Disons que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais ça pose effectivement toujours le problème, ce que disait Léonidas, mais là, cette fois-ci, c'est la concurrence socio-fiscale aussi intra-européenne, voire même dans la zone euro. Ouais. Parce que là, c'est pas une entreprise étrangère à la zone euro ou même à l'Union européenne qui tente de délocaliser ou qui avait cette volonté. Ouais. C'est une entreprise qui, au-delà même du prix de l'énergie, parce que ça pourrait être autre chose, ça pourrait être le coût de la main-d'œuvre, quelle que soit la variable. Donc là, on est quand même aussi sur une problématique qui est intéressante, je trouve, du point de vue européen, sur l'harmonisation sociale et fiscale qui est très incomplète et qui est même en fait plus ou moins intra-européenne, elle l'est de moins en moins quand même aujourd'hui. Elle l'est de moins en moins. Il y a eu beaucoup de rapprochements. C'est vrai que quand on regarde même les taux de TVA qui étaient très différents il y a quelques années, c'est plus le cas. Le coût de la main-d'œuvre n'est pas toujours extrêmement différent entre la France et l'Allemagne. Mais on racontait la semaine dernière Shell qui se barre des Pays-Bas parce qu'il y a une taxe sur les dividendes. Même les Pays-Bas, tu vois, ils sont obligés de s'y mettre, quoi. Bien sûr, mais c'est toujours pareil. Il suffit qu'il y en ait un pour que de toute façon la concurrence socio-fiscale existe. Et pour l'instant, il y en a plus que un. Mais cette histoire Ascoval, elle concentre tout. Les défis qu'on a devant nous. Tous les défis qu'on a devant nous. La balance commerciale, tout. Sur la transition énergétique. La transition énergétique, l'ensemble des éléments, oui, et c'est vrai. Les amis, on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant.